La question de Samia, c'est qu'elle doit faire un rapport de stage. Elle était en observation dans ce stage et en fait, on lui demande d'analyser une séquence. Déjà, il faut qu'on définisse ce qu'est une analyse de pratique et à qui ça sert. Une analyse de pratique, c'est, comme son nom l'indique, analyser sa pratique. Mais qu'est-ce qu'est sa pratique? Sa pratique, c'est préparer une séquence d'enseignement pour mettre les élèves en situation d'apprentissage. Et donc, c'est ce que j'anticipe avant d'aller en classe, avant de prendre en charge mes élèves. Ça, c'est le début de ma pratique, parce qu'une fois que j'ai préparé et que j'ai donc anticipé, eh bien, il va falloir que je mette en œuvre. Alors, en général, dans un stage d'observation, je ne mets pas en œuvre. J'observe une mise en œuvre. Donc, cette observation, c'est de l'explicite. C'est-à-dire, c'est ce que je vois. Mais quand je mets en œuvre, il va falloir que je prenne du recul parce que c'est très compliqué de pouvoir être conscient de ce qui se passe quand on est en plein exercice en fait. On voit bien mieux quand on prend du recul, quand on prend de la hauteur, que quand on est en plein dans le travail et qu'on est happé par le temps, par les questions des élèves, par la classe, par le stress aussi, parce que j'ai préparé quelque chose, en même temps je le connais peut-être pas par cœur, je le maîtrise pas, peut-être encore tout à fait, et il y a des choses qui me perturbent. Ou bien j'observe et c'est ce qui est explicite, ou bien je mets en œuvre et je vois ce qui se passe. Une fois que j'ai observé ou mis en œuvre, alors j'analyse ce qui s'est passé. Et mon analyse, c'est tout l'implicite. Donc, quand j'ai observé, j'ai dit ce que j'ai vu. Et quand j'analyse, je dis ce que je comprends. Donc, en fait, je lis entre les lignes. Mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à savoir si j'ai atteint mon objectif, à savoir si mes élèves ont bien appris quelque chose, à savoir si j'ai bien géré ma classe, si j'ai bien géré le temps. Être tout le temps au service de l'apprentissage de ses élèves. À quoi ça sert? Ça sert à réajuster sa pratique pour pouvoir l'enrichir, pour pouvoir comprendre les erreurs qu'on a faites, pour pouvoir savoir aussi ce qui a fonctionné et ce que je pourrais réitérer. Et une fois que j'ai compris mes erreurs, eh bien, je vais pouvoir émettre des hypothèses pour faire autrement et faire progresser mes élèves. C'est mon but. Si je reprends l'expression de Pascal, mon but ultime, c'est de faire progresser mes élèves. On pourrait croire que ça s'adresse aux jeunes enseignants puisque c'est ce qu'on leur demande de faire quand ils vont en stage. Donc, par exemple, mes étudiants en Master 1 ont fait 2 stages cette année et on leur a demandé une analyse de ce qu'ils ont observé dans le premier stage et de ce qu'ils ont mis en œuvre dans le deuxième stage. On demande la même chose au Master 2 et au DU. On leur demande d'analyser leur pratique, de savoir pourquoi ils ont mis des choses en place, si ça a fonctionné et comment ça aurait pu fonctionner autrement pour optimiser en fait leur travail. On pourrait croire donc que c'est pour entrer dans le métier. Mais en fait, si je veux être performante dans mon métier, c'est quelque chose que je dois faire tout le temps. Parce qu'en fait, si je ne le fais plus, eh bien, je peux croire que je sais faire. Et donc, je vais rester sur mes acquis. Je ne vais pas progresser. Je ne vais pas évoluer, je ne vais pas me tenir au courant des innovations pédagogiques, des dernières recherches en cours, des derniers travaux faits.
Et donc, je vais vraiment m'installer dans des habitudes, dans une routine qui va peut-être me peser parce que je vais finir par m'ennuyer et qui ne va pas me permettre de m'épanouir dans mon métier. Donc, il est possible qu'au bout de 4 5 ans d'ancienneté, je me dise, mais non, moi, c'est pas un métier qui me convient parce que j'évolue pas. Mais ça ne tient qu'à moi. En fait, aujourd'hui encore, donc quand je dis aujourd'hui encore, moi ma première classe, je l'ai eue au siècle dernier, hein, en 1900... Ah, ça fait mal, hein. 1982. Voilà, janvier 1982, je prenais ma première classe. Et aujourd'hui, je continue d'analyser ma pratique. À chaque fois que je sors d'un cours avec mes étudiants, je fais le point. Comment j'ai senti l'ambiance? Est-ce que ça a fonctionné? En quoi ça a fonctionné? Je demande des retours à mes étudiants. J'ai besoin de ça en fait. Et ce sont ces retours qui vont me permettre de savoir si je dois transformer des choses, si je dois conserver des choses et surtout ce que je dois enrichir pour aller plus loin. L'analyse de pratique, ça sert à chaque enseignant, quelle que soit son ancienneté. Alors Karine dit que plus elle vieillit, plus elle analyse. Et oui, parce qu'on a cette chance, quand on a de l'ancienneté, d'avoir plus d'ouverture, plus d'écoute. Et donc, si au départ, je vais être focalisée sur ce que j'ai préparé et je vais avoir peur de m'en défaire, parce que pour moi, ce sera le bord de la piscine auquel je m'accroche, plus je prends de l'ancienneté, plus je prends de l'assurance et plus j'ose lâcher le bord de la piscine et avoir un recul au moment où j'enseigne. Et ce recul me permet donc de saisir ce que mes élèves me proposent et de pouvoir faire évoluer la séance grâce à eux. Donc en fait, l'analyse de pratique, c'est la base du métier de l'enseignant. En stage d'observation, je ne peux observer que ce que j'ai choisi d'observer. Pourquoi? Parce que l'attention est sélective. Donc ça, on en a parlé dans les autres lives. L'attention est sélective, ça veut dire que si je rentre dans une classe sans savoir ce que je veux observer, il y a tellement d'informations que je ne sais pas où donner de la tête. Donc il est important de me dire, ben voilà, je vais avoir des axes d'observation et si je suis en stage d'observation sur plusieurs jours, bien je pourrais me dire, aujourd'hui j'observe le prof et je regarde comment il gère sa classe. Quels sont ses gestes professionnels? Comment il parle à ses élèves? Comment il distribue la parole? Comment il occupe l'espace? Et puis peut-être qu'un autre jour, je vais me dire, je vais observer les affichages et l'organisation. Ou alors, je vais observer l'interaction élève-enseignant. Ou alors, l'interaction entre élèves. Ou alors, un élève en particulier, parce que quand j'ai découvert la classe, bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un élève qui m'intéressait plus particulièrement parce qu'il avait une attitude qui était différente de celle des autres et j'ai envie de savoir pourquoi. Donc vous voyez que ces critères d'observation sont à anticiper au même titre qu'une préparation de séquence d'enseignement parce que je vais anticiper ce que je veux observer. Donc en fait, là, je suis en train de faire l'éloge de l'analyse de pratique, hein. Et c'est vrai que pour moi, ce n'est pas une simple demande institutionnelle. C'est vraiment un outil de travail très très précieux pour que je m'épanouisse dans mon métier. Si je mets en œuvre une séance avec une classe et que ça fonctionne très bien, il est fort possible que l'année d'après, je sois surprise parce qu'au final, ça ne fonctionne pas. On travaille avec de l'humain. Et en plus, ces humains sont des enfants. Mais en même temps, quel que soit l'âge, un humain reste un humain. Et donc, on n'a jamais les mêmes gens en face de nous, même si ce sont les mêmes personnes en fait. Ils ont des humeurs, j'ai
mon émotion du jour. Donc même moi, je ne suis pas la même. Ce n'est pas la même heure, ce n'est pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes caractères. En fait, je ne peux pas rester sur une assurance de me dire ça marche. Quand je dis ça marche, c'est que le ça est quelque chose de vaste. Une modalité que je peux proposer, une modalité de travail ou un outil ou quelque chose à long terme qui va pouvoir évoluer avec les élèves. Mais pas quelque chose de très très précis avec une organisation fermée parce que mes élèves ne réagiront pas de la même façon. Antonymique a donné l'astuce. Si vous voulez réussir à analyser votre pratique, le meilleur moyen, c'est de se filmer. Et je l'ai fait pour moi plusieurs fois, et pas seulement dans mes premières années, parce que quand je me filme en fait, quand je me filme, je mets la caméra sur pied loin des élèves et elle est fixe, hein, c'est un plan fixe. Hein. Donc mes élèves ne sont même pas au courant, déjà parce que c'est pas un film qui va être diffusé et c'est un vrai instrument de travail. C'est vraiment pour moi, ça ne sortira pas de mon ordinateur pour que je puisse travailler et après je supprimerai. Quand j'ai filmé et que je visionne, je me rends compte de mes tics de langage. Et alors là, je souris parce que l'air de rien, je suis en train de me filmer là. Et à chaque fois que je revois les replays et que je fais les montages pour les mettre sur ma chaîne YouTube, je me rends compte de ça, je fais une analyse. C'est peut-être pour ça que j'étais en stress pour commencer, parce que la vidéo que j'ai montée, c'est celle de lundi où j'étais avec Pascal. Et en fait, je me suis rendu compte que je parlais à tort et à travers parfois, que je lui coupais la parole, que j'avais des tics de langage. Bon, je me suis dit, là, il va falloir que tu respires, que tu sois précise. Donc, le travail qu'on fait quand on se voit en vidéo, eh bien, c'est comme si je pouvais m'extraire du moment présent et que la personne que j'observe n'est pas le titulaire de la classe, n'est pas un maître formateur, c'est moi. Et je deviens mon propre observateur. Donc, c'est énorme ce qu'on peut voir. On peut voir toutes ses qualités et tous ses défauts en quelques minutes en fait de visionnage du film. C'est-à-dire que on peut voir si on se place bien dans l'espace, on peut voir comment on s'adresse aux enfants, quels sont les mots qu'on emploie, quel est le ton qu'on emploie, quel est le regard qu'on porte. Est-ce qu'on regarde simplement l'enfant qui parle ou est-ce qu'on embrasse la classe du regard? On peut voir sa posture. Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on est avachi? Est-ce qu'on traîne les pieds? Et en fait, c'est énorme. Tout ce qu'on apprend sur nous. C'est ce que je propose moi régulièrement à certains de mes étudiants quand ils me disent « moi je comprends pas, j'arrive pas à gérer ma classe ». Et je leur réponds « je ne peux vous aider que si je vous vois ». Et si par hasard, je vais dans leur classe pour les observer, il est possible que je ne me fasse pas comprendre parce qu'ils ne ressentent pas ce que moi j'ai vu. Et donc, à ce moment-là, je leur demande de se filmer, oui. Et ça reste pour eux. C'est Véronique qui nous dit comment ses élèves lui écrivent son bulletin. Donc, elle dit, est-ce qu'elle a été à leur écoute? Est-ce qu'elle les a fait progresser? C'est intéressant. Et elle leur demande ce à quoi elle doit être attentive ou quel besoin elle ne satisfait pas. Donc c'est un vrai dialogue avec les enfants. Analyser sa pratique, c'est s'auto-évaluer. Et donc, l'évaluation positive est aussi pour moi
Quand j'analyse ma pratique, j'accepte l'idée que j'ai fait des erreurs, j'accepte l'idée que j'ai des réussites et donc je peux me fixer des éléments de progression pour justement m'appuyer sur mes erreurs pour que ce soit un levier qui me fasse progresser dans ma pratique. Être en évaluation positive avec moi. Mais en plus, dans l'évaluation positive, ce qu'on dit dans les programmes de maternelle, c'est que le premier destinataire de l'évaluation, c'est l'enseignant lui-même. Quand je vois que mes élèves réussissent quelque chose ou ont compris quelque chose ou transfèrent une connaissance, alors je peux savoir que ce que j'ai proposé, ce que j'ai mis en place, fonctionne. Donc c'est en évaluant mes élèves que je vais pouvoir évaluer ma pratique. Et donc ça fait le lien entre le live sur l'évaluation positive et le live sur l'analyse de pratique. J'ai posé le cadre, j'espère que j'ai été explicite sur le fait que mon but est de faire progresser chacun de mes élèves et donc un des moyens que j'ai, c'est d'analyser ma pratique pour pouvoir la réajuster et l'enrichir. Ça implique de connaître tous les éléments d'une préparation de classe, d'une séquence d'enseignement. Quand je prépare ma classe, je prépare une séquence d'apprentissage. Cette séquence me dit quelle est la destination que j'envisage pour mes élèves. Dans cette séquence, je vais savoir quel est le domaine que je travaille ou la discipline. Par exemple, en maternelle, un domaine, c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Mais en cycle 2 et en cycle 3, c'est une discipline, c'est le français. Donc, je sais dans quel domaine ou dans quelle discipline je travaille. 2, je sais quel sous-domaine ça sert. Par exemple, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, je peux travailler l'oral ou l'écrit. En français, en cycle 2 et en cycle 3, je peux travailler lecture et compréhension, je peux travailler l'écriture, je peux travailler le langage oral, je peux travailler l'étude de la langue. Donc il faut que je sache où je me situe. Une fois que je le sais, je regarde quel attendu de fin de cycle je vise. Parce qu'un attendu de fin de cycle, ça permet aux élèves d'avoir 3 ans pour progresser. Mais bien évidemment, quand j'ai un attendu de fin de cycle, par exemple, j'ai un attendu de fin de cycle 2, ça veut dire c'est que ce que mes élèves doivent atteindre à la fin du CE2, il est bien évident qu'en CP, je vais commencer par un élément qui sert cet attendu de fin de cycle. Mais cet élément, c'est pas évident que tout le monde comprenne, y compris le prof, que ça sert cet attendu de fin de cycle-là. Et moi, dans ma préparation, parce que je vais choisir un attendu de fin de cycle et que je vais ensuite m'adapter à l'âge des élèves pour me fixer un objectif, je vais savoir à quoi ça sert et donc je vais donner du sens aux apprentissages que je propose. Donc domaine, sous-domaine, attendu de fin de cycle. Quand je suis au cycle 2 et au cycle 3, le programme me demande encore d'autres choses, me fait préciser d'autres choses. Il me fait préciser la compétence et la connaissance associée. Donc il me semble que je vous ai déjà dit que la compétence était constituée de 3 éléments. Connaissance, donc un savoir. Aptitude, un savoir-faire. Attitude, un savoir-être. Et dans le tableau des programmes, j'ai une compétence et de cette compétence, on me donne un des éléments qui structure la compétence. Donc moi, dans ma préparation, quand je sais quel attendu de fin de cycle je vise, je choisis la compétence qui sert cet attendu de fin de cycle et il est possible qu'il y ait plusieurs compétences qui servent un même attendu de fin de cycle. Et dans cette
compétence que j'ai choisie, je choisis une connaissance. Quand je sais ça, il va falloir que je décide d'un parcours. Je fais une métaphore avec un voyage. Si je sais que mon objectif, c'est de partir de Paris et d'aller à Marseille, je vais peut-être pas avoir envie d'y aller en une seule traite. Donc, je vais choisir des étapes pour arriver à Marseille progressivement. Je vais choisir mon moyen de transport, je vais choisir les personnes avec lesquelles je voyage, je vais choisir ce que je vais apprendre à chaque étape. Et en fait, tout ça, c'est ce qui constitue une séquence d'enseignement. Le parcours progressif et logique pour atteindre l'objectif visé, cet objectif servant un attendu de fin de cycle, eh bien, ce sont des séances qui vont alimenter ma séquence, qui vont constituer ma séquence. Et bien sûr, puisqu'on a parlé de l'évaluation positive hier, c'est important que je liste les critères de réussite qui vont me permettre de baliser ce parcours que je viens de constituer. Une fois que j'ai rédigé ma séquence, donc en fait c'est un plan. C'est comme quand je mets mon GPS, que je lui dis où je vais et qui me montre l'aperçu de mon itinéraire. J'ai une vision globale du chemin que je vais emprunter. Et puis après, je lui dis go à mon GPS et là, il va faire un focus étape par étape. Et donc là, je vais rédiger mes séances. Dans une séance, il faut que je sache quelle est sa place dans la séquence. Est-ce que c'est la première séance et donc c'est une séance qui va permettre à mes élèves de découvrir une notion? Est-ce que c'est plutôt une séance d'institutionnalisation, c'est-à-dire une séance qui va structurer la connaissance? Est-ce que c'est une séance qui va permettre à mes élèves de s'entraîner? Ou est-ce que c'est une séance où mes élèves vont transférer? Je vous ai donné les caractéristiques des différentes séances. Dans ma séance, une fois que j'ai sa place, il faut que je cible un objectif. Alors, en fait, dans ma séquence, j'ai un seul objectif général, c'est-à-dire l'objectif que je vise, et je vais avoir un objectif spécifique à chaque séance pour savoir ce que je veux atteindre à chaque fois. Donc j'ai un objectif par séance, un seul. Cet objectif est en lien direct avec un objectif de séquence. En lien direct parce que si c'est un objectif qui m'emmène ailleurs, j'arriverai jamais à Marseille moi, ou alors je passerai par Lille. Mais alors du coup, je perdrai vraiment beaucoup de temps et je me perdrai. Ça servirait à rien. Donc l'objectif de ma séance, je l'ai pensé et j'ai même dessiné un escalier pour savoir par quelles étapes mes élèves devraient passer. Cet objectif de séance est en rapport avec ce que je vais enseigner pendant la séance. C'est-à-dire que si par exemple c'est ma séance de découverte et que j'ai décidé que mes élèves allaient avoir de la documentation et qu'en équipe, ils allaient fouiller, chercher, poser des questions pour qu'ensuite on fasse le point de toutes les questions qu'ils se posent avant d'aller chercher ensemble les réponses. Là, mon objectif, ça va être le travail d'équipe en fait. Je veux que mes élèves, dans cette séance, travaillent en coopération. Alors peut-être que ça n'aura rien à voir avec le domaine que je vise dans ma séquence, mais c'est une compétence transversale et ça, j'en suis consciente. Donc je peux me dire, l'objectif de cette séance, c'est le travail en équipe et la coopération. Mais ça peut être aussi un objectif de langage. Dans cette séance, je veux que mes élèves utilisent un certain champ lexical. Je veux qu'ils débattent entre eux, qu'ils s'écoutent, qu'ils argumentent. Donc, à chaque fois que j'élabore ma séance, je sais quel objectif je vise et j'en ai qu'un seul. Bien sûr,
J'ai des critères de réussite pour cette séance en particulier, comme ça je sais ce que j'observe, et je vais devoir définir des modalités de travail. Alors, qu'est-ce que c'est une modalité de travail? C'est de savoir déjà si je travaille à l'oral ou à l'écrit, si je propose un travail individuel, en binôme, en équipe, en collectif, savoir si les équipes, je les forme ou si je les laisse se former. Et si jamais je les forme, est-ce que ce sera des groupes homogènes parce que je veux qu'ils se retroussent les manches tous ensemble et qu'ils coopèrent et donc qu'ils soient face à une même difficulté? Ou bien je veux que ce soit des groupes hétérogènes parce que je veux qu'ils se remontent les manches et qu'ils coopèrent parce que dans ces groupes hétérogènes que j'ai constitués, j'ai fait en sorte de mettre des forces différentes. Et donc, dans le travail que je propose, chacun va avoir son rôle et mettre sa pierre à l'édifice. Ou alors, est-ce que je veux des groupes hétérogènes mais pour du tutorat? Si je fais tout ce détail de ce qu'est la préparation de classe, c'est qu'effectivement, je vais me baser sur tous ces éléments pour analyser ma pratique. Si je ne connais pas ces éléments, je ne peux pas analyser ma pratique. Donc dans ma séance, en plus des critères de réussite et des modalités de travail, je vais penser aux activités, je vais penser au support et je vais penser aux différentes phases. Parce que il faut savoir que l'attention, l'apostrophe, parce que là on est en tension, mais là je parle de l'attention. L'attention donc dure 7 minutes en moyenne. Allez, je peux aller jusqu'à 10 minutes. Et ça, c'est pas chez les enfants, c'est chez tout le monde. Ce qui veut dire que plus mes phases sont longues, plus je risque de perdre l'attention de mes élèves. Ensuite, je sais que personne n'aura les mêmes 10 minutes d'attention. Et là, quand je vous parle, je sais, là ça dure 1 heure maximum, et je sais que vous ne pouvez pas être attentif pendant 1 heure. Et que certains auront retenu certaines choses que d'autres n'auront pas entendues, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont pensé à ce qu'ils allaient manger ce soir. Ou que tiens, il y a une mouche qui a volé, ah oui, tiens, il faudrait peut-être que... et donc, c'est pour ça que les replays sont importants. Parce que quand vous avez fait le point sur ce que vous avez retenu, il est possible qu'en revisionnant la vidéo, vous entendiez des choses que vous n'aviez pas entendues au départ. Eh bien, vos élèves, c'est pareil. Aucun élève ne va être attentif pendant les mêmes 10 minutes. Et c'est pour ça que quand on donne une consigne, il faut la répéter. Quand je donne une consigne, il y en a peut-être 3 qui ont été attentifs à ce moment-là. Quand je veux absolument que mes élèves soient attentifs au même moment, je leur dis « Attention, ce que je vais dire est très important. » Donc déjà, je branche leur cerveau. Leur cerveau sait que il y a quelque chose d'important. Je ne dis pas la consigne tout de suite. Je les préviens que ce qui va arriver est important. Donc, on va se préparer à écouter. Ça, c'est ce que je leur dis. Et voilà l'exercice que je leur propose. Je leur propose qu'on se masse les oreilles. Ce massage, c'est un mouvement de brain gym. J'en parle pas là, mais si ça vous intéresse, tapez sur Google Brain Gym France et vous verrez, il y a plein de mouvements. Donc en fait, avec le pouce et l'index, je déplie l'ourlet de l'oreille jusqu'au lobe. Je le fais 3 fois en respirant. Et là, je suis prête à écouter. Et si vous l'avez fait en même temps que moi, essayez de voir s'il y a quelque chose qui a changé. En tout cas, là, je donne ma consigne maintenant à mes élèves et je sais que là, ils ont tous été attentifs. Tout ça pour revenir aux différentes phases de la séance. Je dois avoir des phases successives, courtes, qui dynamisent la séance pour à chaque fois réactiver leur attention.
avoir des phases courtes et successives, ça ne veut pas dire partir en panique, hein. Ça veut juste dire, j'ai géré mon temps. Et je sais que là, pendant 5 minutes, on va faire un brainstorming pour faire le point sur ce qu'ils savent. Et ensuite, pendant 10 minutes, je les fais travailler en binôme sur une énigme à résoudre. Et ensuite, pendant 5 minutes, on est en collectif pour faire une mise en commun. Et puis ensuite, pendant 20 minutes, je leur propose des activités de mise en œuvre qu'ils vont faire à leur rythme et ils vont avoir la possibilité de changer d'activité quand ils ont fini une activité. C'est-à-dire que je m'adapte à leur rythme. Au final, j'ai pu passer du temps sur certains éléments tout en étant serein, tranquille et en réactivant l'attention régulièrement. Karine, son truc, c'est qu'elle dit « Là, vous montez sur votre poutre qui est haute ». C'est un exercice de concentration sur poutre pour définir et faire comprendre la notion de concentration. Donc voilà, là, vous avez 2 moyens. Si un enseignant que je vais voir, que je vais observer, ne fait pas de préparation, comment je peux analyser sa pratique? Je vais devoir, moi, avoir ces axes d'observation. Un maître formateur va voir un étudiant pour l'aider à analyser sa pratique. Et donc, il a besoin de ces préparations. Parce que c'est sur la base de ces préparations, puisque c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, comment on fait pour analyser une pratique, bien c'est sur la base de ma préparation, de ce que j'ai anticipé, que je vais pouvoir mesurer l'écart qu'il y a eu entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est réellement passé. C'est ça l'analyse. Donc quand un maître formateur ou un formateur, quel qu'il soit, va dans une classe d'un jeune enseignant et qu'il n'a aucune préparation devant lui, c'est compliqué. Et c'est la première demande qu'on va faire. Où sont tes préparations? Tu n'en fais pas. Pourquoi? En général, il répond « j'ai tout dans ma tête ». C'est parfait. En même temps, comment je sais si ce que tu as dans ta tête, c'est ce qui s'est réellement passé? Et toi, comment tu sauras que ce qu'il y a dans ta tête va te servir à ce qu'il y aura dans ta tête demain? Comment tu peux, sans préparer ta classe, servir tes élèves? Et donc les jeunes enseignants pensent que c'est un caprice de formateur. En fait, les jeunes enseignants pensent, les étudiants pensent que la fiche de préparation ne sert à rien, que c'est un document institutionnel pour prouver qu'ils travaillent et que dès qu'ils seront titulaires, de toute façon, ils arrêteront. Donc, c'est vrai qu'il y a des titulaires qui ne font plus de préparation. Pour ma part, je vais vous faire rire, hein. J'ai ma préparation pour un live. Et je les ai toutes, hein. J'ai toutes mes préparations de tous les lives. J'essaye de donner du sens. Et c'est vrai qu'une préparation, quelle qu'elle soit, elle peut être sous forme de tableau, elle peut être sous forme de carte mentale, elle peut être sous forme d'organigramme, peu importe. Mais j'ai structuré ma pensée, je l'ai posée sur le papier et je sais où je vais. Imaginez, vous montez dans votre voiture, il y a des passagers qui montent, ils vous font confiance. Mais vous ne savez pas où vous allez en fait. Vaguement, si vaguement, vous savez que bon, vous allez peut-être dans un théâtre parisien. Ben oui, mais à quelle heure tu pars? Est-ce que tu dois aller prendre des gens pour aller à ce théâtre? Quelle route tu prends? Est-ce que tu prends l'autoroute, le périphérique? Ou est-ce que tu prends une autre route parce que tu sais qu'à cette heure-là, ça va être compliqué? En fait, vos passagers vous font confiance. Et si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas continuer à générer leur confiance. Ou en tout cas, vous la trahissez.
Si je veux générer un climat de confiance avec mes élèves, il faut que je sois sûre de moi. Et pour être sûre de moi malgré mon stress, il faut que j'ai anticipé. Et pour anticiper, il faut que j'ai structuré ma pensée pour l'écrire. Cindy explique qu'avec un double niveau, c'est parfois compliqué. Oui, c'est compliqué. Ou pas. Encore une fois, Karine, je sais qu'elle a un CPCE1 et donc j'ai mis en ligne la vidéo dans laquelle j'ai posté les consignes qu'elle donne en vidéo pendant ce confinement et vous voyez que même à distance, elle arrive à différencier. CPCE1, elle donne une même activité avec une complexité différente. Donc, quand je fais ma préparation pour mon double niveau, donc là, Cindy, elle a un CE1, CE2, quels sont les enseignements communs à ces deux niveaux et en quoi je vais pouvoir complexifier la tâche si l'enseignement est commun pour un niveau et pour l'autre. Et si jamais ce n'est pas un enseignement commun, comme par exemple les mathématiques, où il va falloir que je différencie vraiment parce que ce n'est pas la même progression, ou alors quand je suis en cycle 3 en histoire, où j'ai des thèmes par niveau, je vais devoir faire ma préparation, mes deux préparations en parallèle, pour savoir comment j'alterne l'autonomie des uns et l'autonomie des autres, savoir si je les mets tous en autonomie. Donc en fait, là, je suis encore dans les modalités de travail. Dans les modalités de travail, j'ai dit écrit, oral, binôme individuel, collectif, équipe, mais il y a aussi autonomie ou dirigé. Quand j'ai un triple niveau ou quand j'ai une classe de cycle, petit, moyen, grand, CP, CE1, CE2, c'est le rêve. C'est le rêve si je travaille avec l'évaluation positive, les critères de réussite, la classe flexible, une culture de l'entraînement et une évaluation permanente, quotidienne, une auto-évaluation. Donc là, je sais que je fais progresser chacun de mes élèves et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que je n'ai pas un double niveau ou un triple niveau que je n'ai pas une classe avec différents niveaux. En fait, double niveau, triple niveau, ça s'appelle une classe multi-âge. Mais dans une classe où les élèves ont le même âge, ils ont de toute façon des niveaux différents. Maintenant que j'ai le contenu de ma préparation et que je connais les enjeux, je pratique et j'analyse ma pratique. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a un écart entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est réellement passé? Oui, non. Oui, lesquels? C'est important qu'il y ait des faits, c'est-à-dire que quand je dis, dans une analyse de pratique, quand je dis « je pense », je crois, déjà, vous appuyez sur le buzzer, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas croire. Il faut des faits, il faut des choses objectives, observables et surtout, il faut vous appuyer sur la théorie pour faire des liens théorie-pratique. Donc, par exemple, quel écart entre ce que j'ai prévu et ce qui s'est passé? J'avais prévu que ça se passerait en 5 minutes et puis au final, ça a duré 20 minutes. Ça, c'est un fait. Le temps que j'ai prévu n'a pas été respecté. Maintenant, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Comment je le sais? Là aussi, c'est important. Mon objectif, comme je l'ai ciblé dans ma préparation et que j'ai mis mes critères de réussite, je vais pouvoir dire oui, j'ai atteint mon objectif parce que mes élèves ont réussi à. Si je n'ai pas ces critères de réussite, je vais avoir du mal à savoir si j'ai atteint mon objectif. Donc, deuxième question pour l'analyse de pratique, est-ce que j'ai atteint mon objectif et comment je le sais? Troisième question, est-ce que mes élèves étaient impliqués? Parce que si je fais un cours magistral exactement comme je suis en train de le faire là dans un live, et merci pour votre interaction grâce à vos commentaires, eh bien, est-ce que mes élèves écoutent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Et moi, mon travail, c'est de proposer des modalités de travail qui génèrent l'interaction.
Donc, est-ce que mes élèves étaient impliqués? Est-ce qu'ils ont donné du sens à ce que j'ai proposé? Est-ce qu'ils ont pris la séance en main? Est-ce qu'ils se sont manifestés? Est-ce qu'ils ont écouté, pris la parole, répondu, argumenté, fait des propositions? Et là, vous voyez que j'ai donné des choses observables. Alors, pour mon analyse de pratique, 1, j'ai donné le contexte. Dans quelle classe je suis? Quelle est l'organisation de cette classe, la constitution de la classe et quel est le domaine d'apprentissage que j'ai observé ou que j'ai mis en œuvre. Deuxième point, ce que j'avais prévu ou ce qui était prévu. Donc, la séquence et une séance. La séance observée ou mise en œuvre. Ensuite, quel est l'écart entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé et comment je le sais? Donc, est-ce que j'ai géré mon temps? Est-ce que mes élèves étaient impliqués? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai su gérer ma classe? Et enfin, comment je réajuste? Parce que à chaque fois que je réponds non, il faut que je dise comment je pourrais faire autrement. Et à chaque fois que je dis oui, il faut que j'argumente. J'ai atteint mon objectif, oui. Comment je le sais? Parce que. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Non. Comment je le sais? En fait, mes élèves n'ont pas su faire le jeu de fin de séance. Alors, comment j'aurais pu faire autrement? Est-ce que ce sont les modalités de travail qui n'allaient pas? Est-ce que c'est le temps que j'ai donné? Est-ce que c'est la consigne qui doit être écrite aussi dans la préparation de séance? Est-ce que c'est la consigne qu'ils n'ont pas comprise? Est-ce que c'est ma place dans l'espace, mon interaction qui n'était pas bonne, mes questions qui étaient trop fermées, ma peur qu'ils se trompent? Et avec ces émissions d'hypothèses, je vais faire des propositions de réajustement en m'appuyant sur des éléments théoriques. Par exemple, en fait, là, je me rends compte que mes élèves n'étaient pas impliqués. Il est possible que j'ai pris trop de place dans la classe, que ma posture était trop cadrante et donc, comme le propose Freinet, etc., etc. Voilà comment se passe une analyse de pratique. Je refais le point. 1, je sais à quoi sert une analyse de séquence et à qui ça sert. 2, je sais à quoi sert la préparation de classe. 3, je connais les items de la préparation de classe. 4, j'analyse ce qui s'est passé avec différents critères d'observation. 5, j'émets des hypothèses et je m'appuie sur de la théorie pour éviter les je pense, je crois, peut-être que. Bon, merci beaucoup d'avoir été là.